Merci beaucoup, merci aussi pour l'invitation. Alors en plus, là, la transition est parfaitement trouvée. On fait un peu un binôme avec Amélie, donc du coup, ça s'enchaîne assez bien parce que justement, je voulais vous plonger, là en plus, je suis la 4e, après il y a encore Irène, hein, courage. Courage à vous aussi. Et du coup, vous plongez un peu dans l'été 2011, il y a 10 ans. C'est un peu vieux déjà. J'ai rencontré Yasmina, qui a 36 ans, qui est née en France de parents immigrés algériens, qui a 2 enfants. Elle est mariée avec un descendant d'immigrés aussi. Je la rencontre à Sétif, dans la ville natale de ses parents. Et on fait un entretien dans la maison construite en Algérie par son père. Rien que la manière dont l'entretien se déroule, trouver une pièce dans la maison où faire l'entretien, voir comment est-ce qu'elle essaye de remettre son père à sa place, qui essaye de s'incruster dans l'entretien. On voit déjà toutes les tensions qui ont lieu autour, pendant ces vacances, entre les générations. Je croise aussi, à la fin de l'entretien, Souad, sa jeune sœur, qui a 32 ans, qui a aussi 2 enfants et aussi mariée avec un descendant d'immigrés. Et quand je lui demande un rendez-vous pour se revoir pendant son séjour à Sétif, elle me dit de manière un peu stressée, que là, elle ne sera pas disponible, ça ne va pas être possible, c'est compliqué, mais elle me dit, contactez-moi en France, quand on sera de retour à Lyon. Et je la revois à Lyon, et à Lyon, elle va m'accorder un long entretien dans lequel elle va raconter toutes les misères qu'elle a connues pendant son séjour de vacances l'été précédent. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, entre Yasmina et Souad, les 2 sœurs, donc Yasmina, je l'interroge en Algérie, Souad, 6 mois plus tard, dans la région lyonnaise, dans le pavillon dont elle est propriétaire. Et ben du coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup, je vais retrouver des récits de l'histoire familiale qui sont proches. Hein. Elles me racontent toutes les 2 comment, en fait, c'est leur grand-père, leurs grands-parents qui ont migré en France, avec leur père qui avait 12 ans. Comment est-ce que ses grands-parents, dans les années 70, sont repartis en Algérie, se sont réinstallés en Algérie avec toute la fratrie, sauf leur père, qui était adulte, s'était marié, puisque la plus grande des sœurs est née en 72. Comment est-ce que, dans les années 80, suite au chômage de leur père, il y a eu un projet de retour. Il y a eu une annonce, cet été, on part en Algérie, on reste là-bas. Le père qui faisait des prospections pour ouvrir un commerce en Algérie. Il y a ce récit, ce souvenir aussi de dire, en fait, c'est marrant, mais à l'époque, ça nous semblait normal parce que il y avait d'autres filles dans le quartier qui étaient reparties, d'autres familles. Donc, on n'en a pas un souvenir traumatisant, mais de facto, ça s'est pas fait. Mon père a retrouvé un boulot et donc on est resté. Et il y a aussi le souvenir de ces vacances d'enfance, à la fois tous les bons souvenirs, un peu les clichés, l'immersion dans la famille, la grande famille sur place, avec tous les cousins-cousines, les moments partagés dans des maisons communes, et en même temps aussi le récit, et donc c'est là que ça va faire un peu un lien, un peu amer de l'évolution des liens, notamment des liens affectifs, mais aussi des liens économiques avec la famille, et tout ce souvenir en fait de l'obligation qui leur a semblé pesante d'envoi de l'argent, puisque leur père était un peu l'aîné par procuration. Il y avait un frère aîné qui est rentré en Algérie avec les parents et toute la fratrie, et le seul qui est resté en France missionné par l'ensemble de la maisonnée, c'était leur père. Et donc elles se souviennent de cet argent envoyé en Algérie pour construire une maison pour leur famille, qu'elles estiment comme étant leur famille à elles, et qui a été en partie appropriée par leur oncle. Il y a aussi le souvenir de ces cadeaux, mais auxquels elles mettent des guillemets, en disant non, mais en fait, ils nous envoyaient des listes de choses qu'il fallait qu'on leur achète. Et tout cet argent que mon père a utilisé pour l'Algérie, c'était de l'argent en moins pour nous, pour nos loisirs en France, pour notre vie en France. Donc elles mettent vraiment en concurrence, en gros, la famille ou la parenté définie à un niveau transnational, pour lequel, en fait, le père, lui, se sentait obligé, parce qu'il y avait un échange, il y avait une mise en commun, en fait, des solidarités, puisque son frère aîné prenait en charge les parents. Son frère aîné prenait aussi en charge la construction de la maison financée par le frère émigré. Le frère aîné prenait en charge la scolarité des petits frères et sœurs en Algérie, mais c'était plutôt le frère émigré qui finançait. Et donc, du coup, là où la génération des parents voit la mise en commun, un peu comme ce que t'expliquait Amélie, la mise en commun de ressources à une échelle transnationale, les filles, elles l'interprètent, et c'est une autre vision des liens familiaux et des frontières, en fait, du groupe familial. Elles l'interprètent comme autant d'argent qui a été prélevé sur leur vie en France, et notamment aussi sur le développement de pratiques socialement distinctives en termes de loisirs dans la société française. Donc on voit là ce que ça illustre. Ça illustre ce cas-là, à la fois l'importance des circulations, des allers-retours dans les récits biographiques. Ça va,
Là, après tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, on n'a pas besoin de le redire, que l'immigration n'est pas un déracinement et un réenracinement comme ça de manière linéaire, mais qu'il y a des allers-retours. Et on voit bien là comment est-ce qu'il y a, voilà, il y a des scénarios de réinstallation, d'allers-retours qui ont pu être envisagés à différents moments du cycle de vie. Mais on voit aussi comment est-ce que il y a une dimension intergénérationnelle, comment le temps fait évoluer les relations transnationales, avec du coup le décalage temporel, aussi, et je reviendrai rapidement, le contexte national qui n'est pas du tout le même, ou des migrations qui n'est pas du tout le même que celui que Amélie a pu étudier au Sénégal. Mais donc on voit comment est-ce que, donc mon interrogation, c'est de voir comment chez des descendants d'immigrés adultes, c'est question de la place du pays d'origine des parents et des liens sociaux qui existent ou qui peuvent y être recréés, mais aussi des formes d'investissement matériel à travers aussi des résidences, par exemple. Comment est-ce que ça évolue du coup d'une génération à l'autre? Alors, juste un petit retour, quand j'ai pensé à ce sujet de doctorat sur les vacances au bled, j'ai vraiment d'abord inscrit dans une formation de sociologie générale. Donc j'avais pas du tout lu la littérature sur le transnational. Donc quand je commence à travailler là-dessus, à la fin des années 2000, c'est vraiment d'abord Sayad. J'ai pas regardé à quelle heure j'avais commencé. C'est d'abord c'est la lecture d'Abdelmalek Sayad qui me nourrit avant les travaux des anthropologues américaines, et notamment ce qui m'intéresse. Alors je vous fais pas le topo, les migrations, immigration. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien dans cet article sur les 3 âges de l'immigration, on voit bien déjà comment est-ce que il saisit la parenté transnationale et son évolution par les relations économiques. Et en fait, je vous invite à le relire. Moi, c'est en le relisant que j'ai vu ça. Comment est-ce qu'entre le premier et le deuxième âge, c'est vraiment la forme des relations économiques avec la famille qui évolue, puisque à la figure de l'émigré du premier âge, qui est l'aîné de la fratrie, qui est envoyé par le groupe pour gagner des ressources en France et les envoyer intégralement dans le pays d'origine, et ces ressources sont gérées par le patriarche qui est encore en Algérie. Le deuxième âge, on est vraiment sur une modification des relations familiales exprimée à travers l'évolution des relations économiques, puisque l'émigré du deuxième âge, c'est plus souvent un cadet qui a moins souvent construit des liens d'obligation et qui va modifier sa façon de calculer l'argent envoyé au pays, puisqu'il va calculer une somme partielle de ses gains en France qui va attribuer à des personnes qui l'estiment relever de sa responsabilité, mais pas à l'ensemble du groupe familial. Et c'est lui qui va tenir les cordons de la bourse. Et donc rien qu'à travers cette évolution de la conception de les formes matérielles de l'échange, on voit aussi une évolution des pratiques transnationales et des manières transnationales de faire famille. La deuxième inspiration, et ça m'amène aussi doucement vers les questions de plage. La deuxième inspiration de construire un sujet sur les vacances au bled, c'était aussi, en bonne sociologue des inégalités sociales, c'était de voir comment est-ce que étudier les vacances vraiment comme des pratiques aussi de vacances touristiques dans le pays d'origine, c'était une manière d'interroger les hiérarchies sociales et les phénomènes de distinction, en important, même si c'est pas très développé dans la sociologie des pratiques culturelles, les pratiques de vacances, mais en essayant de voir comment est-ce que les pratiques de vacances sont l'expression aussi de hiérarchie sociale. Alors, ce qui m'a intéressée en construisant ce sujet dans la littérature sur le transnationalisme, c'était d'une part le fait que c'était une littérature qui, à rebours la littérature assez abondante sur l'intégration et donc les différentes mesures de l'intégration. Là, ce qui était intéressant, c'était de voir comment est-ce que les travaux sur le transnationalisme s'intéressaient à des pratiques matérielles et non pas à des pratiques symboliques. On n'interrogeait pas les gens sur est-ce qu'ils se sentent français, est-ce qu'ils se sentent algériens, comment est-ce qu'ils expriment leur identité ou leurs appartenances, mais on regarde ce qu'ils font. Et moi, c'est ça qui m'intéressait aussi de travailler sur les vacances au bled, c'était en effet interroger les questions d'appartenance, en regardant pas que l'appartenance du point de vue identité nationale du point de vue français, mais du point de vue aussi de l'assignation qui est faite par rapport à leurs origines. Mais c'était d'étudier ces appartenances à partir de pratiques, de voir comment ils circulaient eux-mêmes, quelle sociabilité ils avaient sur place, comment ils investissaient des biens immobiliers, comment est-ce que les pratiques de cadeaux, donc tout un ensemble de pratiques matérielles.
ce qui m'intéressait aussi dans les travaux sur le transnationalisme, même si je vais le souligner après, c'était décalé par rapport à mon objet, c'était de voir aussi comment est-ce que, notamment les entrepreneurs transnationaux, de Portes, tiraient leur épingle du jeu transnational. Et donc ça m'a beaucoup, ça a attiré mon attention sur ces histoires de reclassement social que les pratiques à cheval sur les frontières permettent pour certains dans ces circulations. Alors après, du coup, il y avait une limite quand même. Je pense que, je pense que quand Stéphane parlait du degré de pratique transnationale, je suis peut-être un cas limite dans la table ronde, puisque moi, par rapport même à toutes les personnes que j'ai entendues aujourd'hui, c'est pas des hypermobiles, les personnes que j'ai rencontrées. J'ai l'impression que c'est les pantouflards du transnational, parce que voilà, ils sont ancrés, ils résident. Moi, j'ai surtout rencontré des gens dans la région lyonnaise, avec des mobilités résidentielles en fait très limitées. Il y a Souad, elle a acheté une maison juste à côté de chez ses parents, ce qui permet de l'entraide pour garder les enfants, etc. Donc c'est pas des grands mobiles, mais avec ces allers-retours plus ou moins réguliers en Algérie. De la même manière, l'immigration algérienne, c'est pas une immigration très diasporique, et notamment l'immigration sur laquelle j'ai travaillé, puisque je travaille sur l'immigration des années 60-70, donc massivement, la destination, c'est la France en raison de l'histoire coloniale entre les deux pays. L'Algérie aussi, alors en plus du coup j'ai entendu que Thomas Lacroix était dans la salle et du coup je me souviens de cette remarque, donc Thomas Lacroix qui travaille sur les associations de développement d'émigrés marocains et autres, et je me souviens que j'avais posé la question, pourquoi est-ce que les Algériens, il y a assez peu d'associations de villageois, ou comme on peut voir dans différents pays, avec très peu d'organisations collectives d'envoi d'argent. Il y a aussi depuis très tôt une chute des envois d'argent, en tout cas par des réseaux formels. Et donc du coup, en fait, des pratiques transnationales, telles qu'elles sont généralement catégorisées, assez peu poussées, avec une plus grande individualisation en fait des liens transnationaux et moins une institutionnalisation collective au-delà des liens familiaux de ces pratiques. Et du coup, toute la question, c'était de savoir dans quelle mesure ces retours au pays sont ou pas une pratique transnationale. Je ne sais pas s'il reste, combien de temps il reste, 5 minutes, parce que j'avais plein de trucs. Du coup, sur ce qui apparaît, alors je vais revenir sur deux résultats. Un premier résultat, c'est sur ces appartenances transnationales. Comment est-ce que chez les vacanciers rencontrés, en fait, la manière de construire ces appartenances transnationales, de construire un ancrage en Algérie, il se révèle en fait assez variable, puisque bien sûr ces liens, notamment particulièrement pour les descendants d'immigrés, ne sont pas évidents, ne sont pas innés, et du coup il y a un clivage en fait assez marqué dans ces pratiques d'ancrage dans la société d'origine de leurs parents. Un peu à la hache, j'ai pu voir comment est-ce que à travers les séjours plus ou moins réguliers, il y avait un peu deux formes de stratégie, pas consciente, mais de construction du lien avec le pays d'origine des parents. Pour certains, l'ancrage en Algérie, il est vraiment associé à l'idée d'une socialisation régulière dans le cadre de la famille. Alors peut-être proche de ce qu'Amélie présentait, avec cette idée c'est par la régularité des séjours et l'immersion dans les liens familiaux sur place qu'on va entretenir un lien et que nos enfants vont continuer à préserver ce lien. Et donc du coup, il y en a vraiment qui reprennent à leur compte pour leurs propres enfants cette idée de il faut revenir régulièrement en Algérie pour que tout ça continue à avoir un sens, et qu'en fait le plus important c'est les liens concrets qui peuvent être tissés, et c'est pas toute l'histoire racontée, tout le discours qui peut y avoir. Et donc finalement, ceux qui maintiennent des liens les plus forts, c'est ceux qui ont réussi à recréer des liens, notamment par des liens d'alliance. Et du coup, je m'intéresse notamment particulièrement aux liens entre des descendantes ou descendants d'immigrés qui sont mariés avec des immigrés algériens. Et on voit que du coup, les formes d'investissement en Algérie sont pas du tout les mêmes. Et du coup, ceux qui privilégient l'immersion et la socialisation vraiment par les pratiques en Algérie s'opposent à d'autres personnes qui ont un cheminement plus individuel et un travail plus explicite sur la mémoire, et donc un discours réflexif beaucoup plus développé sur ce qui les relie à l'Algérie. Du coup,
ça s'incarne, par exemple, dans des styles d'entretien très différents, notamment au début de l'enquête, entre une partie de mes interlocuteurs qui insistent un peu sur la banalité des séjours, avec des récits en fait assez courts. Voilà, ils me disent, en gros, on va à des mariages, on va à la plage de temps en temps, voilà, il n'y a rien à dire, avec une difficulté en fait à expliciter ce qui se passe pendant ces séjours. Et en fait, là, c'est par l'observation des pratiques que j'ai pu approfondir ce que ça signifiait. Alors qu'une autre partie des entretiens, au contraire, était d'emblée très réflexive sur le sens à donner à ces séjours. Et on voit comment est-ce que ça s'articule avec des trajectoires sociales assez variées entre ces deux groupes. Mais du coup, je vais un peu plus vite. Et deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'était de voir comment est-ce que, en fait, le terrain en Algérie, puisqu'une grande partie de ce travail, en fait, il a été fait du coup en Algérie, le terrain en France étant davantage un contrepoint que le terrain principal. Et du coup, il a révélé aussi la manière dont ces migrations, la migration des parents, pouvait aussi donc révéler des formes de reclassements sociaux qui pouvaient concerner aussi la génération des descendants d'immigrés. Et comme Stéphane l'annonçait, c'est vrai que c'est une situation ethnographique qui m'a vraiment amené à creuser cette piste-là, puisque c'est en fait, alors c'est pas tellement à la plage directement, mais c'est en tout cas en fréquentant des Algériens de classe supérieure avec lesquels je parlais de mon sujet, que j'ai pu voir en fait un premier aperçu du mépris de classe exprimé par ces Algériens à l'égard de mon sujet de recherche et des personnes qui le constituaient. Et du coup, c'est après, dans une arène particulière où se côtoyaient des descendants d'immigrés, particulièrement la frange la plus populaire des descendants d'immigrés que j'avais rencontrés en vacances, plutôt jeunes, et qui étaient plutôt dans leur partie de vacances entre groupes de jeunes, et donc qui côtoyaient dans certains espaces plutôt des familles de classe supérieure algérienne, donc notamment dans un club privé, un club balnéaire privé, donc à la plage. Et donc comment est-ce que la coprésence dans ce club privé mettait en lumière des pratiques et des modes d'appropriation différents de ce club. Donc j'analyse notamment le rapport au bronzage et donc les postures corporelles, et donc comment il y a des accusations croisées de les Algériens, les blédards veulent faire comme nous parce qu'ils sont jaloux parce qu'on est français, et les Algériens aisés qui disent oui, regardez, ils sont vulgaires, ils sont voyants, ils veulent prendre le soleil, mais on voit qu'eux, ils sont gênants sur la plage. Et donc on voit dans cette cohabitation derrière des catégorisations nationales voire ethniques. Voilà, c'est des Français, c'est des blédards, c'est des Algériens, c'est des Arabes. On voit en fait comment s'exprimer des rapports sociaux de classe et des décalages de catégorisation sociale entre la France et l'Algérie. Et du coup, c'est à partir de cette réflexion sur la cohabitation à la plage que ça m'a aussi amené à réfléchir plus largement à la manière de penser l'articulation entre migration et mobilité sociale, et du coup avec le défi méthodologique d'identifier des trajectoires sociales qui en fait se déploient au-delà des frontières nationales. Et donc comment est-ce que, venant encore d'une formation sociologique où on pense les trajectoires sociales dans un espace social à la Bourdieu qui est défini en termes national, comment est-ce qu'on fait pour pousser un peu les bords de cet espace social pour penser ces trajectoires sociales de migrants. On le voit bien dans ce qu'a exprimé Amélie, mais on le voit dans plein de travaux. Comment est-ce que, finalement, la position sociale des personnes qui ont connu des migrations, il faut la saisir où? Dans le pays d'origine, dans le pays de départ? Comment est-ce qu'on compare les deux? Comment est-ce qu'on compare aussi à l'aune de la multidimensionnalité de la position sociale? On peut migrer et perdre en statut social, mais gagner en ressources économiques. Et donc, tout un ensemble de réflexions sur la manière de repenser, en fait, l'espace social pertinent pour penser les trajectoires sociales migrantes. Et donc voilà, du coup c'était une réflexion aussi sur finalement le transnational, moi tel que je l'ai finalement réutilisé, c'est pas tellement dans l'intensité des pratiques des personnes que j'ai rencontrées que dans en fait l'espace social dans lequel ils s'inscrivent et comment ils viennent en fait du coup là encore remettre en question le caractère national des classements sociaux.